Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Léonore Moyon, je suis chef de projet événements et ressources chez Réseau Alliance. On continue cette semaine de la RSE puisqu'on se retrouve depuis le lundi en ligne tous les midis de midi à 13h pour évoquer plusieurs sujets et enjeux autour de la RSE, pardon. Et ce midi, on se retrouve autour de ce webinaire santé et bien-être au travail, engagez vos collaborateurs autrement. Et pour y voir plus clair, pardon, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée d'Ophélie et de Shima. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Léonore, merci pour l'introduction. Je suis ravie également d'être présente aujourd'hui et d'être accompagnée par Shima qui représente l'entreprise Coopteo Innovation et qui va pouvoir témoigner sur les apports théoriques que je vais vous apporter juste après sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc santé, bien-être au travail, engagez vos collaborateurs autrement. Je vais prendre le temps, une fois que Léonore vous aura touché quelques mots sur les missions du réseau Alliance pour me présenter de façon un petit peu plus complète. On va pouvoir commencer. Ça va pour toi, Léonore? Parfait, merci beaucoup Ophélie. Alors, comme le disait Ophélie, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter Réseau Alliance en quelques mots pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Réseau Alliance, on est le premier réseau des acteurs économiques engagés pour une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. On a été créé il y a plus de 30 ans maintenant par et pour des acteurs économiques avec pour objectif d'améliorer l'impact social et environnemental de nos entreprises. Enfin, des entreprises de notre territoire, pardon, donc basées dans les Hauts-de-France principalement. On est situé, nous, à Marc-en-Barœul, à Lille, au sein du campus Entreprises et Cités. Et on fédère aujourd'hui plus de 350 adhérents et partenaires, des TPE, des PME, des grandes entreprises, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur, toute taille, tout secteur d'activité confondus. Et on organise chaque année plus de 80 événements tout au long de l'année, comme des visites d'entreprise, des ateliers, des groupes de travail ou encore des after-work, avec pour ambition de permettre à notre écosystème de se rencontrer, d'échanger et de networker. De découvrir aussi des expertises et des retours terrain très concrets. On a deux grands temps forts historiques dans l'association. Le World Forum qui s'est déroulé fin novembre, qui a réuni plus de 3000 participants, ainsi que les trophées de l'économie responsable qui récompensent chaque année des entreprises et des organisations innovantes en matière d'économie responsable. Au-delà du World Forum et des trophées, vous le voyez, on accueille plus de 6000 participants sur ces événements, sur nos événements, donc tout au long de l'année. Et on propose à nos adhérents également des accompagnements en collectif pour se former et pour monter en compétences sur les enjeux du moment. Alors, je ne vais pas tous les citer. La formation QVCT en fait partie, sur le sujet du jour fait partie des sujets qu'on adresse à nos adhérents. On aura l'occasion d'en reparler juste après. On est également organisme de formation certifié Calliope. Également, on produit plus de 150 contenus par an, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un important vivier de ressources et d'outils pour mobiliser et embarquer les collaborateurs et les parties prenantes de nos adhérents. Ce sont des modules apprenants, des fiches pratiques, des vidéos, des articles, etc. On est également connecté à plus de 75 réseaux en région, mais également en France et à l'international, ce qui nous permet d'offrir à nos adhérents des opportunités uniques de collaboration et d'échange. Ce qui fait la force de notre réseau, c'est la diversité des acteurs avec lesquels on travaille. Vous voyez un petit peu un petit échantillon sur cette slide. On réunit des entreprises et des organisations, je le disais, de toute taille, de tout secteur d'activité confondus, mais qui partagent les mêmes préoccupations. On fédère plusieurs communautés de professionnels autour de nos enjeux, des référents RSE, des dirigeants, des responsables RH, des référents mobilité, des acteurs associatifs. Et on réunit, je le disais, un grand nombre d'acteurs qui partagent des bonnes pratiques, leurs bonnes pratiques, qui viennent s'inspirer et progresser collectivement. Parmi les préoccupations de nos adhérents, la santé sous toutes ses formes et le bien-être
au travail a une place importante. Je vais pas trop, je vais pas en dire plus et je vais laisser l'experte, je vais laisser Ophélie de Moa nous expliquer un peu plus, enfin voilà, rentrer dans le vif du sujet si ça te va, Ophélie, de reprendre la main. C'est parfait, merci beaucoup pour cette introduction et puis la transition avec le sujet du jour. Donc, je vais prendre la main pardon, sur le partage pour que voilà, vous puissiez avoir un support visuel. C'est bon, normalement vous avez accès, super, et ben c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc effectivement, notre sujet aujourd'hui, ça va être de vous présenter ce qu'est concrètement une démarche de qualité de vie et conditions de travail. Pourquoi c'est important de la mettre en place, qu'est-ce que ça peut éviter en termes de coûts ou aussi en termes de conséquences potentielles du mal-être au travail sur à la fois les collaborateurs, les managers, mais aussi plus généralement sur la performance de l'entreprise. Donc on va vraiment repartir des choses que l'on cherche à éviter, comment on met en place une démarche et qu'est-ce qu'on peut en attendre comme retombées positives, qu'elles soient en lien direct avec la santé et le bien-être au travail, mais aussi en lien avec la performance RH et la performance économique de l'entreprise. Donc, avant toute chose, je vais quand même me présenter rapidement. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc je suis Ophélie Glachet. De métier, je suis psychologue et docteur en psychologie. Et je travaille donc chez moi depuis 3 ans maintenant. Ma mission au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités et les associations à la mise en place de leurs démarches d'amélioration durable de la qualité de vie des conditions de travail, de la santé au travail, mais aussi de la prévention des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et on a d'ailleurs chez moi inventé un nom pour caractériser ce poste, ça s'appelle manager du mieux-être. Donc aujourd'hui, je suis manager du mieux-être de plusieurs entreprises. Et puis j'ai aussi formé, alors dans le cadre de l'accompagnement de nos entreprises, 2 autres personnes. Et puis aussi, dans le cadre de la formation dont tu parlais, Léonore, tout à l'heure, je forme aussi en interne dans les entreprises des référents qualité de vie et conditions de travail en leur permettant justement d'appliquer une méthodologie qui va de la mesure à la mise en place d'un plan d'action pour être efficace. Voilà. Et donc, un petit peu de contexte avant de vous expliquer globalement ce qu'est une démarche de qualité de vie et conditions de travail. Ici, on a choisi de vous remettre en avant des chiffres et des données chiffrées sur les coûts du mal-être au travail par salarié par an. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est des coûts qui sont assez peu connus, considérés et mesurés par les entreprises. Aujourd'hui, on a des indicateurs RH comme par exemple le taux de turnover, le taux d'absentéisme, le taux d'arrêt maladie, qui déjà est un fort indicateur du bien-être ou du mal-être en entreprise et qui aussi est associé à des coûts économiques importants et, comme je le disais, qui sont peu mesurés par l'entreprise. Donc là, déjà, on voit ici un premier enjeu pour les entreprises lié à une démarche de qualité de vie et conditions de travail, c'est justement sur le fait d'éviter ces coûts. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail ici, vous voyez que au global, si on fait une moyenne, selon le cabinet Mozart Consulting, le coût du mal-être par an par salarié est de 12 600 €, ce qui est quand même extrêmement conséquent. Et il est lié à différentes choses. Donc là, ils ont poussé l'étude un petit peu plus loin. Il va être lié notamment au désengagement. Des engagements qui peuvent se manifester par différentes formes. La plus connue, c'est le turnover. C'est le fait de ne pas réussir à fidéliser ses salariés. Un salarié arrive, il est formé, et au bout de quelques semaines, quelques mois, il s'en va. Donc toute cette période de recrutement, de formation a coûté cher à l'entreprise, et s'il y a du turnover, potentiellement, c'est tout un process qui est à refaire, et donc des coûts à régénérer. Une autre manifestation du désengagement, c'est tout simplement le manque de productivité. Naturellement, on se sent moins engagé envers son entreprise, on va être aussi peut-être moins engagé dans les tâches qu'on a réalisées au quotidien, dans la mission de l'entreprise et aussi dans le fait d'être innovant, créatif pour emmener la mission plus loin. Donc ici, en tout cas, un coût qui est lié au désengagement, mais aussi aux absences liées au travail, donc que ce soit en lien
avec des arrêts maladie ou que ce soit en lien avec un mal-être plus général. Aujourd'hui, on a quand même un fort taux d'absentéisme qui va être lié à différentes choses, qui peut être lié à de l'épuisement professionnel, notamment je pense que vous connaissez toutes et tous le burn-out, mais pas que, qui peut être lié aussi à des problématiques de management et aussi à des risques de blessures en entreprise. Alors, je fais un petit temps d'arrêt sur l'absentéisme et les causes de l'absentéisme. Je vous parlais tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques, on y pense comme une blessure, port de charge lourde ou un accident, une coupure, enfin voilà. Il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas que ça. On peut aussi faire un travail classique de bureau et être soumis à ça, tout simplement en lien avec les risques liés à la sédentarité. Si on reste assis toute la journée sans beaucoup bouger, on est aussi exposé à différents risques, risques cardiovasculaires et d'autres risques liés au mal de dos, etc., qui peuvent s'aggraver avec le temps. Mon objectif, c'est pas du tout de vous faire peur, mais c'est aussi de prendre conscience que même dans des secteurs d'activité, dans des métiers où a priori on n'a pas trop de risques de se blesser, et en réalité on peut avoir des conséquences plus long terme sur la santé physique. Donc c'est important, je le rappelle, après ce webinaire, on va tous marcher un petit peu. Donc voilà, c'est important aussi de bouger. Et d'ailleurs, y compris si on est sportif, parfois on nous dit oui, mais moi, c'est vrai que j'ai un travail sédentaire, mais je fais du sport plusieurs fois par semaine. Alors c'est très bien, il faut continuer à le faire. Il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on fait du sport que on est totalement, on ne risque rien en matière de sédentarité. Si on fait du sport, mais qu'on est quand même à 6-8 heures par jour, on est quand même soumis à certains risques. Et puis, dernier point qui était soulevé donc, par le cabinet Mozart Consulting, la dernière cause, on va dire, des coûts liés au mal-être au travail, c'était donc lié aux ruptures de contrat fait par l'employeur. Donc, le constat auquel on voulait arriver ici, c'est que globalement, prendre soin de ses salariés, c'est avant tout aussi prendre soin de son entreprise. Donc, les salariés en bonne santé, une entreprise en bonne santé, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer juste à l'instant. J'en profite, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début, mais ce n'est pas grave, j'ai un œil sur le chat. Donc on aura bien évidemment un temps de questions à la fin. Mais si vous avez une question spécifique sur quelque chose que je viens d'évoquer ou sur une slide en particulier, n'hésitez pas, je garde un œil dessus et j'y répondrai avec plaisir. Et donc, effectivement, on va s'intéresser ici aux différentes causes du mal-être en entreprise. Et alors ici, c'est à la fois des sources scientifiques qui nous ont permis de ressortir ce listing, mais aussi nos propres observations. C'est vrai qu'il faut savoir que chez MOA, on accompagne aujourd'hui, on a accompagné plus de 150 entreprises, ce qui nous permet quand même d'avoir une prise de recul et une observation des problématiques qui reviennent régulièrement au sein des entreprises et qui génèrent soit de l'absentéisme, du mal-être ou encore du turnover, des difficultés à recruter ou à fidéliser les collaborateurs. Donc parmi ces problématiques trop souvent identifiées, on y retrouve quasiment à chaque fois tout en haut de la liste, du moins nous dans les scores que l'on va mesurer, c'est quelque chose qui ressort très souvent, c'est le manque de sens au travail. Alors c'est quoi le manque de sens au travail ? Eh bien, c'est le fait de venir tous les jours réaliser ses tâches et de ne pas réussir à faire de lien avec ce qu'on réalise dans son quotidien au travail et ses propres aspirations et motivations. C'est ça le manque de sens au travail, pour faire simple. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui se passe dans les entreprises, c'est souvent ce qu'on va observer dans des entreprises où il y a un système managérial où il y a des objectifs d'entreprise et il n'y a pas assez de choses explicitées entre l'objectif de l'entreprise et les tâches que les collaborateurs vont réaliser au quotidien. Ici, nous, ce qu'on va conseiller en premier lieu et des aménagements qu'on met en place au sein des entreprises, eh bien, ça va être au niveau de l'organisation d'avoir un fil rouge qui est tout à fait clair et qui est aussi porté par les managers, pas que par la direction ou le top management, par les managers intermédiaires également. C'est d'avoir vraiment ce fil rouge entre la mission de l'entreprise, la vision, les objectifs annuels et puis quels sont derrière les objectifs de l'équipe et comment chacun y contribue. Et là, effectivement, on amène du sens au travail aussi à travers ce type de process. Et donc ça, c'est en lien
avec un autre élément qui vient juste en dessous et qui, on ne les a pas rangés dans cet ordre-là par hasard, hein. C'est aussi parce que c'est ce qu'on observe le plus souvent, donc en lien avec le management. Donc quand je parle de management, en général, ce qui revient souvent, c'est des managers qui ne sont pas ou peu formés. Donc ça peut avoir des conséquences à la fois sur le sens au travail, mais aussi parfois sur la communication et l'engagement au sein des équipes. Ce qu'on observe, nous, souvent, c'est une absence de feedback. C'est une communication qui n'est pas forcément qualitative. Et puis surtout, c'est un manque de vision aussi au sein de son équipe sur pourquoi on doit atteindre ses objectifs, comment vous allez y contribuer, et pas juste je gère un projet et je ne gère pas la partie humaine juste à côté. J'ai vu une question sur les aspects générationnels, je vais y revenir juste après, c'est une question qui est très intéressante. Donc au niveau du management, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Nous, ce qu'on fait en général, c'est que dans un premier temps, si on capte via nos outils de détection qu'il y a un sujet autour du management, on va aller creuser un petit peu quelles sont les compétences managériales actuelles et comment on peut, de manière ciblée, soit on reprend un peu les bases en reprenant les bonnes pratiques managériales, le feedback, soit en allant directement sur des sujets spécifiques, aller outiller les managers pour faire en sorte que ça se passe mieux au niveau des équipes. Et ce qu'on voit très souvent, c'est qu'en général, ça débloque beaucoup de sujets derrière. Donc, à ne pas négliger. Je fais un petit temps d'arrêt, du coup, sur la question qui vient d'être posée par Pierre-Philippe. Donc, n'y a-t-il pas aussi un désintérêt envers le travail de manière plus générale avec les nouvelles générations ? Effectivement, et ça me fait penser à une intervention qu'on a menée pas plus tard que la semaine dernière, qu'on n'avait jamais réalisée. Donc, c'était une équipe qui faisait appel à nous parce qu'il y avait eu des personnes plutôt jeunes qui venaient de rejoindre l'équipe et il y avait des difficultés en fait de communication avec des personnes qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années et ces personnes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis du travail. Donc à la fois, il y a deux sujets en réalité ici. Il y a vraiment le sujet de la cohésion interne, comment on fait bien travailler ensemble les différentes générations au sein d'une même entreprise, sachant qu'il y a des attentes totalement différentes et un rapport au travail qui est différent aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature des jeunes générations qui n'ont plus envie de travailler ou qui n'ont plus envie de fournir les efforts. Je pense qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Donc, comment on fait en sorte que tout le monde travaille bien ensemble sans accroc et sans avoir trop de confrontation sur des visions de travail qui sont différentes. Et aussi, pour l'employeur, il y a un autre enjeu, c'est comment on est attractif auprès des jeunes générations. On le voit aussi auprès des entreprises qu'on accompagne dans des secteurs très compétitifs, notamment la cybersécurité, pour en citer un exemple, où en fait il y a assez peu de personnes correctement formées pour une offre d'emploi qui est quand même assez vaste. Et donc effectivement ici, mettre en avant la qualité de vie et conditions de travail et du moins toutes les initiatives au sein de l'entreprise, montrer que c'est important pour l'entreprise et pour la direction d'entreprise que les personnes se sentent bien, qu'il y ait un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso, que la communication soit bienveillante, qu'il y ait du feedback, qu'on ait vraiment un intérêt aussi à avoir du management qualitatif, de mettre tout ça en avant, ça peut être quelque chose de différenciant sur le marché du travail. Prenez deux entreprises avec des missions équivalentes, avec un salaire qui va être équivalent, mettre en avant ces initiatives de qualité de vie et conditions de travail et montrer patte blanche vis-à-vis de ça, ça correspond clairement aujourd'hui aux attentes des nouvelles générations. Donc voilà, j'ai évoqué deux sujets en un, mais j'espère que ça répond en partie à vos interrogations, Pierre-Philippe. Mais je serais ravie d'en rééchanger tout à l'heure. Et donc, effectivement, une autre problématique qui est régulièrement soulevée aussi par les salariés, par les collaborateurs, c'est le déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a eu l'occasion d'en parler autour d'un sujet très spécifique pendant le World Forum sur un atelier en lien avec la parentalité au travail. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un chiffre qui risque de vous surprendre, mais 9 salariés sur 10 dans les entreprises sont parents. Donc, dans les faits, mènent ce qu'on peut appeler une double vie, à savoir qu'ils doivent répondre aux exigences du travail, mais aussi aux exigences de leur vie de famille et au fait d'éduquer leurs enfants, ce qui parfois peut représenter un certain défi. Moi-même, ce matin, voilà, j'ai découvert que mon petit garçon était malade. Bon, j'ai trouvé des solutions, mais je sais que je suis loin d'être la seule à
avoir ces défis-là en matière de parentalité, pas que les déséquilibres vie pro, vie perso, ce n'est pas que pour les parents, mais ça peut aussi être en lien avec des horaires de travail qui sont très larges, en lien aussi avec quelque chose qui est très français, même si ça a changé un petit peu en lien avec la crise du Covid-19, c'est le présentéisme. En France, on est aussi beaucoup... la valorisation du travail se fait aussi encore beaucoup sur le temps qu'on passe dans l'entreprise et pas encore beaucoup sur ce qu'on réalise réellement. Donc là aussi, de ne pas avoir des horaires de travail qui sont fixes, de faire des amplitudes horaires qui sont, par exemple, de 10, 12 heures, alors qu'on est censé en faire 8. Ici aussi, c'est des choses qui contribuent au déséquilibre et sur lesquelles il faut parfois ajuster les pratiques au sein des entreprises. Et puis, le dernier élément, mais qui revient quand même assez régulièrement, c'est le niveau de stress, de stimulation au travail et l'épuisement professionnel. Dans la quasi-totalité des enquêtes qu'on a menées et aussi dans beaucoup de secteurs d'activité, finalement, il y a un niveau de stress aujourd'hui qui est très conséquent. Et ça, on l'a mis, nous, en lien avec plusieurs facteurs. Donc, soit un niveau de responsabilité qui est peut-être trop haut par rapport au poste sur lequel on est. Ça peut être en lien aussi avec des conflits internes, avec le management, en lien aussi avec nos liens vers l'extérieur, les liens avec les clients, avec les bénéficiaires de nos offres éventuellement. En tout cas, il y a pas mal de sources de stress aujourd'hui dans les entreprises pour les salariés qu'il est hyper important de comprendre. Encore une fois, c'est... comme je vous le disais, il y a généralement un niveau de stress qui est élevé dans les entreprises. En revanche, les causes sont totalement différentes d'une entreprise à l'autre. Et c'est hyper important de les comprendre parce que ça nous donne vraiment des leviers d'action hyper forts, en fait. Je vous donne un exemple concret. Une association qu'on accompagne qui vient en aide aux victimes de maltraitance intrafamiliale. Et donc, les personnes qui interviennent sont confrontées parfois à des personnes qui sont violentes. Et ça, forcément, c'est un facteur de stress qui est hyper important pour elles. Et donc, on a revu avec l'association comment mettre en place un système suffisamment sécuritaire pour que, même quand il y a lieu d'intervenir sur un lieu ou auprès d'une personne qui va se montrer potentiellement violente verbalement, voire physiquement, d'avoir en tout cas un système de sécurité pour que le niveau de stress au quotidien soit largement diminué. Donc voilà pour vous donner un exemple un peu plus spécifique. Et donc, comment on évite tous ces risques? Comment on évite les problématiques récurrentes en matière de bien-être et de santé au travail? Eh bien, en menant une démarche complète de qualité de vie conditions de travail qui commence par la mesure. Comme je vous le disais, c'est très important de pouvoir faire une photographie à un instant T de la perception qu'ont les collaborateurs, à la fois de toutes les dimensions que je vais vous détailler ici, mais aussi de la santé au travail. Et donc, quand on parle de qualité de vie et conditions de travail, de quoi on parle exactement? Eh bien, nous, pour résumer les choses assez simplement, on en a fait un pamplemousse, comme vous pouvez le voir ici. Ces dimensions que vous voyez, donc à la fois les dimensions en jaune, qui représentent plutôt les dimensions propres à l'entreprise, à l'environnement de travail, et les dimensions, donc ici, rouge, bleu et verte, qui sont en lien avec la santé individuelle. On ne les sort pas de notre chapeau. Ces dimensions-là, elles sortent de la littérature scientifique et particulièrement des recommandations de l'ANACT. Donc, je vais revenir un petit peu sur chacune d'elles, parce que c'est important, ça vous donnera vraiment aussi un niveau de compréhension assez important de tout ce qu'il faut considérer quand on parle de qualité de vie et conditions de travail. Et donc, je vais revenir d'abord sur les dimensions ici en jaune. Donc, on va parler, on a commencé à le faire, des pratiques managériales. On va s'intéresser, quand on parle de qualité de vie et conditions de travail, au sens au travail, à la pratique du feedback. Est-ce que régulièrement, en tant que collaborateur, j'ai des feedbacks sur la qualité de mon travail? Est-ce que ces feedbacks sont constructifs? Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce que j'ai régulièrement de la reconnaissance sur le travail bien fait que je réalise au quotidien? Est-ce que j'ai confiance aussi envers mon manager et envers la direction? C'est des éléments aussi qui sont hyper importants et notamment, tout à l'heure, on parlait au tout début, ça fait aussi partie du webinaire d'engagement. C'est des éléments qui sont hyper importants pour l'engagement sur le long terme des équipes.
Au niveau des relations sociales, ici, il ne s'agit pas seulement de bien s'entendre entre collègues, même si c'est extrêmement important. On va parler aussi de la qualité de la communication au sein des équipes, entre les équipes, avec les managers aussi également. On va parler du partage d'informations. Est-ce que j'ai accès aux bonnes informations au bon moment pour faire mon travail dans de bonnes conditions? Et puis, on va parler plus généralement de la cohésion d'équipe, de l'ambiance aussi, et puis de tout ce qui est fait au sein de l'entreprise en termes de temps collectif pour assurer une bonne cohésion. C'est à ce moment-là aussi en général que le sujet des réunions et des rituels d'équipe, des rituels managériaux vient, puisque ça peut aussi parfois être un irritant dans les entreprises, hein, sur la réunionnite. Je pense que c'est un terme que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est des réunions en veux-tu, en voilà, avec des personnes qui y participent et qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée à apporter à ce moment-là. Donc, comment on fait en sorte que les rituels d'équipe, les rituels managériaux, les réunions fassent en sorte qu'on soit plus performant et ne nous fassent pas plutôt perdre du temps, ce qui est parfois le cas. Donc, troisième dimension ici sur le volet environnement de travail, on va parler de l'organisation. Qu'est-ce qui se cache derrière l'organisation du travail? Eh bien, on va s'intéresser notamment au niveau d'autonomie et de marge de manœuvre. Quand on parle d'autonomie, on a toujours en tête ce réflexe de se dire on veut un maximum d'autonomie dans son travail. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Le niveau d'autonomie, il doit être optimal par rapport à son niveau d'expérience et par rapport au management qui est mis en place. Le niveau d'autonomie qu'on va accorder à quelqu'un qui est en poste depuis très longtemps et qui est performant sur ce qu'il a à faire au quotidien, va forcément être élevé. Du moins, il a intérêt à être élevé si c'est aussi ce que cherche cette personne. En tout cas, par rapport à une personne qui va arriver dans l'entreprise et qui va être, par exemple, alternant ou alternante, où là, il y aura un besoin d'être en proximité en termes de management et d'avoir peut-être un petit peu moins d'autonomie au début. Donc voilà, le niveau d'autonomie qui doit être optimal. On va parler aussi de décloisonnement interne, de faciliter la communication au sein de l'entreprise, le partage d'informations à tout niveau hiérarchique. Et puis, et je pense que beaucoup sont concernés aujourd'hui, même si il y a certaines choses qui sont en train d'être rediscutées là-dessus. Je pense que vous avez tous et toutes vu passer les articles d'Amazon sur le télétravail. Donc effectivement, comment on met en place le télétravail, comment on écrit sa charte de télétravail, comment on s'assure que la façon dont on met en place le télétravail en termes de nombre de jours, de conditions de travail à la maison permettent aux salariés à la fois d'avoir les bénéfices sur l'équilibre du pro-vie perso, mais tout en restant performant et en faisant ce qu'on attend aussi d'eux pour faire performer les équipes. Donc voilà, et j'ai vu qu'il y avait une question, je vais juste prendre le temps d'y répondre. Effectivement, ici, sur la partie marge de manœuvre, il y a, c'est des éléments qui s'appliquent beaucoup à une entreprise, on va dire, avec un travail de bureau. Dans les industries ou par exemple dans les usines, nous, on a déjà travaillé avec des industries. Ce qui est important aussi de soulever ici, c'est qu'on ne peut pas agir sur tous ces leviers-là en même temps et qu'en fonction du secteur d'activité, il y a des choses qu'on sait, qui font partie de la nature du métier. On ne peut pas, dans une usine, avoir une autonomie et une marge de manœuvre. C'est pas pertinent. C'est pas pertinent, pourquoi? Parce que ça mettrait en péril l'organisation générale et la production. En revanche, on peut agir sur d'autres leviers. Donc ce qui est important aussi, c'est que là, on est dans un cadre idéal, dans un cadre qui est, on va dire, très axé sur le travail de bureau, mais en réalité, en fonction du secteur d'activité, on peut agir à certains endroits, mais pas forcément sur d'autres. Après, effectivement, dans le cadre du recrutement, bah, aujourd'hui, quand on intègre, par exemple, un travail en usine, on sait aussi à quoi s'attendre, notamment si la fiche de poste est claire, et on sait qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, faire de télétravail. Aujourd'hui, nous, on accompagne, c'est pas parce que je vous parle du télétravail aujourd'hui que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont concernées par le télétravail. On travaille aujourd'hui avec des établissements de santé, les soignants, le télétravail, ils ne sont pas concernés. En revanche, on agit sur d'autres leviers qui sont beaucoup plus pertinents pour eux. Donc voilà, petit rappel par rapport à la question qui a été posée.
Et donc sur le contenu du travail, ici, on va vraiment s'intéresser à qu'est-ce que je réalise au quotidien et dans quelle mesure ça me convient, je me sens alignée avec ce que je fais. On va parler des objectifs, ce que je vous disais tout à l'heure, ce fil rouge entre la mission, les objectifs de l'entreprise et mes propres objectifs. La charge de travail aussi, ça c'est un sujet qui revient très très souvent, que ce soit sur une charge de travail qui est trop importante ou alors une charge de travail qui n'est pas assez importante avec, et c'est ce qu'on retrouve parfois, un sentiment de culpabilité aussi au sein des équipes. J'ai l'impression, alors c'est moins courant quand même qu'une surcharge de travail, je préfère le préciser, on a plus souvent la surcharge de travail qui est à surveiller et sur laquelle on va agir, mais si on est sur une sous-charge de travail, donc comme je vous le disais, ça peut avoir un impact sur la culpabilité, sur l'impression d'être trop nombreux au sein de l'équipe, sur le fait d'avoir l'impression de chercher quoi faire et une perte de sens aussi dans le travail qu'on réalise au quotidien. D'ailleurs, certains et certaines connaissent certainement le burn-out. Il y a aussi d'autres formes d'épuisement professionnel qui sont plutôt liées soit à l'ennui, soit à une perte de sens au travail, ce qu'on appelle le bore-out, donc ici pour plutôt l'ennui, et le burn-out, ce qui est pour la perte de sens au travail. Donc, c'est des états quand même d'épuisement professionnel qui sont très problématiques parce qu'ils peuvent aussi amener à des arrêts de travail. Et donc ça, c'est important de le considérer aussi. Une personne qui va faire toujours les mêmes tâches pendant des années et qui n'a pas suffisamment de travail à réaliser au quotidien, au bout d'un moment, on est extrêmement fatigué de cette situation et donc ça peut amener aussi à de l'absentéisme et à des arrêts. Et puis enfin, on va s'intéresser aussi à la variété des tâches. Encore une fois, ici, je le rappelle, et parce que ça va faire écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'industrie, la variété des tâches, forcément, plus on est amené à faire des tâches qui sont variées, plus ça contribue à notre épanouissement. Mais dans des secteurs où la variété des tâches n'est pas possible, encore une fois, il y a d'autres leviers qui peuvent contribuer à l'épanouissement et à l'engagement et qui peuvent être différenciants par rapport à une usine qui met en place certaines choses par rapport à d'autres usines qui ne vont pas mettre en place quoi que ce soit pour favoriser le bien-être au travail. Donc, je ferai un rappel après sur la personnalisation de la démarche. Avant-dernière dimension sur le volet collectif, l'évolution et l'égalité professionnelle. Ici, moi, j'aime bien parler de parcours collaborateur au sens large. C'est globalement tout ce qui va se passer du recrutement jusqu'à une éventuelle sortie de l'entreprise, que ce soit pour aller explorer d'autres mondes professionnels ou dans le cas d'un départ en retraite ou parce qu'on veut tout simplement sortir de l'entreprise parce qu'on ne s'y retrouve plus. Donc, c'est vraiment tout ce qui va se passer au milieu. Comment est réalisé le processus de recrutement ? On le sous-estime souvent, mais soigner son processus de recrutement, qu'il soit vraiment en adéquation avec le poste recherché, ni trop court, ni trop long, mais qui nous permette vraiment d'évaluer les compétences qu'on veut évaluer, c'est hyper important. Et ça va déjà avoir une première image sur la culture d'entreprise et sur l'entreprise par rapport à la personne qui est recrutée. Comment la personne est accueillie dans l'entreprise, on parle souvent d'onboarding. Est-ce que on garde un lien avec cette personne entre le recrutement et le jour où elle arrive? Est-ce que tout est prêt le jour de son arrivée? Est-ce qu'elle est accueillie par l'équipe? Est-ce qu'elle est suffisamment bien formée par la personne, soit son manager ou soit son binôme qui est en charge de lui montrer les outils, de lui faire prendre en main ses missions? Est-ce que tout se déroule comme prévu? Et puis, on va parler aussi dans ce parcours de la formation, comment je monte en compétences. Est-ce que j'ai une vision claire des formations auxquelles je peux prétendre et aussi des promotions auxquelles je peux prétendre? Et puis, si on parle d'une sortie de l'entreprise, on parle souvent d'onboarding, mais l'inverse est vrai aussi, l'offboarding, soigner son offboarding, se séparer parfois de certains collaborateurs dans de bons termes, ça va avoir un impact hyper fort et hyper important pour la suite des recrutements et pour l'image de marque de l'entreprise. Peut-être que certaines et certains connaissent des mouvements comme Balance ta startup, Balance ton agency, qui ici font écho plutôt à des bad buzz d'entreprise dans lesquels justement il y a soit des conditions de travail qui sont très mauvaises, soit un management qui est pas du tout bon, ou alors des personnes qui sont sorties de l'entreprise en très mauvais termes et qui souhaitent témoigner parce que selon elles, c'est pas des pratiques à avoir. Donc à la fois, ça sert de prendre soin du parcours collaborateur à attirer les talents, à fidéliser et à éviter une mauvaise image de marque.
Et donc, sur la dernière dimension collective ici, ce sont les conditions de travail. C'est une dimension très large ici dans laquelle on va notamment intégrer ce que je vous disais tout à l'heure, les risques, donc les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. C'est la dimension dans laquelle on va aussi s'intéresser à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis, on va s'intéresser aussi ici à l'environnement de travail, les locaux et tous les moyens matériels mis à disposition pour faire le travail dans de bonnes conditions. Encore une fois, un exemple, dans un établissement médico-social que j'accompagne actuellement, l'enquête et les ateliers collaboratifs qu'on a mis en place ont permis de constater que il y avait beaucoup de matériel qui était défectueux et que ça avait un impact sur l'efficacité des équipes, mais que ça avait aussi eu des impacts sur des blessures. Et donc, c'est hyper important de pouvoir mettre le doigt dessus et identifier vraiment précisément ce sur quoi on peut agir en termes de moyens matériels. Donc là, ça peut être du matériel physique, mais ça peut aussi être par exemple des logiciels, etc. Et enfin, et parce que c'est aussi ce sur quoi s'est construit l'entreprise MOA, on s'intéresse aussi à la santé au travail, où on va évaluer et agir directement sur la santé mentale, physique et relationnelle au sein des entreprises. Et donc, pourquoi il est important aujourd'hui de mettre en place une démarche de qualité de vie, conditions de travail? Pourquoi? Parce qu'elle est associée à de nombreux avantages. C'est des avantages qu'on a observés, du coup maintenant, depuis 5 ans, auprès des entreprises qu'on accompagne. Donc pour en citer quelques-uns, on va notamment avoir une amélioration de la productivité, et de l'engagement. On va avoir une amélioration du climat social aussi dans des entreprises où, par exemple, il y avait une mauvaise communication, un historique aussi de conflits importants. L'évaluation, le fait d'identifier les causes et de mettre en place les bonnes actions derrière, d'accompagner les équipes, ça a permis vraiment d'améliorer les choses de façon significative. La réduction de l'absentéisme, on en parle depuis le début du webinaire, l'augmentation de la motivation et le renforcement aussi de l'attractivité, notamment dans des secteurs compétitifs ou pour des entreprises qui sont en forte croissance et qui ont besoin de recruter avec des profils qui vont correspondre parfaitement à leurs attentes, qui vont avoir besoin de recruter rapidement. Et donc, par rapport aux bénéfices un petit peu plus chiffrés d'une démarche de qualité de vie et conditions de travail, nous, on les a ici répartis en 3 axes. Sur l'aspect santé, une démarche de qualité de vie et conditions de travail, comme on le voit ici, hein, donc avec l'étude qui est citée tout en bas, permet une diminution des risques professionnels, donc RPS-TMS de 17%, ce qui est quand même très significatif, une réduction des accidents de travail de 12%. Sur le volet RH, on va observer en moyenne, encore une fois, une amélioration de la marque employeur de plus de 30%, une baisse significative de l'absentéisme et une meilleure rétention des talents. Donc ici, on est vraiment sur la fidélisation des équipes. Et en ce qui concerne la performance, on peut aller, grâce à une démarche de qualité de vie et conditions de travail, vers un meilleur engagement, une meilleure productivité à hauteur de plus de 50%, ce qui est quand même considérable aujourd'hui pour les dirigeants et dirigeantes, et une optimisation des performances également. Globalement, et encore une fois, ici, c'est sous-estimé par rapport à ce qu'on a recalculé dernièrement. On peut être donc sur une économie donc pour les entreprises de 9 000 € par salarié par an. Donc vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, on avait vu le coût du mal-être en entreprise, c'était 12 600. De mettre en place une démarche, ça permet d'économiser quand même une grosse partie de ces coûts. Et donc, pour mettre en place une stratégie qui va avoir des impacts durables, comme on vient de le voir à l'instant, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Je vous en ai cité quelques-unes ici, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que avant de mettre en place des actions, il faut mesurer ce qui se passe dans votre entreprise. Il y a plusieurs façons de le faire, hein. On peut le faire sous forme de questionnaire, on peut le faire sous forme d'ateliers collaboratifs. Je vous parlerai tout à l'heure pendant les questions d'un atelier que nous, on met souvent en place qui s'appelle Rose Épine Bourgeon et qui permet justement d'identifier ce qui fonctionne bien, les difficultés que ressentent les collaborateurs en matière de conditions de travail et aussi toutes les idées émergentes qu'on pourrait mettre en place au plus proche des besoins réels. Et donc ici, voilà, on vous a remis, de toute façon, la présentation vous sera partagée, donc vous allez pouvoir retrouver ces leviers-là. Et puis on pourra revenir au moment des questions sur des leviers un petit peu plus spécifiques au niveau de l'industrie, il n'y a pas de souci. Je voulais garder un petit peu de temps donc pour vous parler
les grandes étapes de la démarche et surtout pour qu'on puisse avoir le témoignage de Shima juste après. Donc, comment on fonctionne, nous, chez moi? On a un process pour accompagner les entreprises qui est à la fois simple, mais qui permet vraiment d'aller sur un niveau de détail qui est hyper important pour bien comprendre ce qui se passe actuellement dans l'entreprise. Donc, la première chose que l'on réalise auprès des entreprises, c'est de réaliser un diagnostic de la situation où on va évaluer l'ensemble des dimensions que je vous ai présentées sur le pamplemousse. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'entreprise pour les collaborateurs? Ça, on peut le faire à l'échelle globale d'une entreprise ou on peut le faire aussi par équipe. Ce qui est important ici pendant cette phase de diagnostic, bien évidemment, c'est de conserver l'anonymat et la confidentialité. Donc, par exemple, on ne va pas aller évaluer ce qui se passe spécifiquement dans une équipe de 3 personnes. Ici, bien évidemment, en fonction des réponses, on va savoir relier qui a répondu quoi. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. On veut vraiment avoir une photographie à l'instant T tout en garantissant l'anonymat. La deuxième chose que l'on réalise aussi avec l'entreprise, c'est définir ensemble des objectifs et des indicateurs clés que l'on va suivre tout au long d'une année de qualité de vie et conditions de travail qui vont nous permettre de dire au final, après 12 ou 24 mois, est-ce que la démarche a été une réussite? On parlait tout à l'heure de certains indicateurs, notamment l'absentéisme, le turnover, ça peut être sur la productivité, ça peut être sur le recrutement, sur la fidélisation. Alors voilà, il y a vraiment plein d'indicateurs à suivre. Et puis, une fois qu'on a mesuré ce qui se passe, qu'on a compris, qu'on a analysé la phase de diagnostic, on va co-construire avec l'entreprise un plan d'action très concret et actionnable tout de suite, avec à la fois des interventions donc de formation, de sensibilisation, mais aussi des changements organisationnels au sein de l'entreprise et en lien aussi avec le management. Ce qui est important aussi pour nous à travers notre démarche, c'est le dialogue social. C'est d'impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise dans la démarche. Les collaborateurs, bien évidemment, la direction, l'équipe qui pilote la démarche, mais aussi les instances paritaires, les CSE. Il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Sinon, on se heurte parfois à des désaccords et en général, ça peut bloquer justement la mise en œuvre des actions derrière. Et puis enfin, et ce qui va être particulièrement important, c'est le monitoring, le suivi en continu des données et leur évolution, encore une fois pour s'assurer que ce qu'on met en place fonctionne réellement et pour pouvoir réajuster si besoin. Et donc, je vous propose maintenant de profiter du témoignage de Shima, qui fait partie de la société Coopteo Innovation qu'on accompagne depuis presque un an maintenant. Donc, on va fonctionner en question-réponse, un petit peu comme une interview. Donc, Shima, est-ce que peut-être avant tout, vous pouvez vous présenter et puis présenter aussi l'entreprise Coopteo Innovation? Très bien, merci beaucoup Ophélie. Bonjour à tous. Donc je me présente, Shima, je m'occupe de la RH mais également de la finance chez Coopteo Innovation et ce depuis 3 ans maintenant. Coopteo Innovation, on accompagne les startups, les scale-up, les PME dans l'obtention des financements qui sont accordés par l'État, donc tout ce qui est CIR, C2I, JEI, c'est peut-être des termes qui vous parlent. Et on a une équipe constituée uniquement d'ingénieurs et de commerciaux. Ok, très bien. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Donc, première question par rapport à la démarche de qualité de vie et conditions de travail chez Coopteo Innovation. Quelles étaient les motivations initiales à mettre en place une démarche aux côtés de MOA? Alors, comme je vous disais, Coopteo, on existe depuis 2016. Le premier salarié est arrivé en 2018. Quand j'ai rejoint la société, on était 12. Aujourd'hui, on est 27. Pour nous, c'était important qu'on ait cette vision quand même de qualité de vie au travail, même si on a toujours accordé énormément d'importance en recrutant. On est un petit peu, sans le vouloir, moins proche des collaborateurs parce qu'on est une plus grosse entreprise. Et donc, c'était assez important pour nous de voir ce qu'il en était en interne chez nous. Et on est passé par MOA pour faire un premier diagnostic et un accompagnement. Ok, d'accord. Donc déjà, d'avoir vraiment une vision objective, c'est ça la perception réelle des Exactement. Ok. Et est-ce que, selon votre expérience, est-ce que la mise en œuvre du coup de cette démarche a été simple avec les étapes et l'accompagnement qu'on a proposé? Plutôt assez simple. On a été accompagné par Ophélie dès le début. On a mis en place un questionnaire qu'on a envoyé à toute la société. Et au préalable de ce questionnaire, on a quand même eu un lancement. Vous aviez fait pas mal comme un jeu interactif où on devait envoyer chacun ce qu'on pensait de chaque question que vous nous apportez. Donc, c'était plutôt sympa.
Ok, effectivement, pour revenir sur les 2 étapes qui précèdent le diagnostic, on avait mis en place ensemble un rendez-vous, un premier rendez-vous de briefing qui permet aussi de bien comprendre comment fonctionne l'entreprise, quels sont les rituels internes, quelles sont déjà toutes les initiatives que vous mettez en place, parce que, et d'ailleurs c'est ce qu'on constate, aucune entreprise aujourd'hui ne part d'une page blanche en matière de qualité de vie et conditions de travail. Et chez Coopteo Innovation, vous mettiez déjà en place pas mal de choses. L'idée à travers cette démarche, c'était de repartir du diagnostic pour, en tout cas quand on agit, quand on met en place des initiatives en faveur de la QVST, d'agir au plus proche des réels besoins des collaborateurs. Et effectivement, et dans le cadre de ce qu'on disait juste avant sur le dialogue social, on a pris le temps de sensibiliser et d'engager tout le monde à travers une présentation ludique. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que de faire cette présentation, de se présenter auprès des équipes, de leur expliquer pourquoi on met en place une telle démarche, ça permet derrière aussi d'augmenter fortement la participation aux enquêtes. Donc, en tout cas, chez vous, la participation avait été vraiment très bonne, hein, puisqu'on avait un taux de participation qui était de 100%. Donc, effectivement, on avait été très efficace là-dessus. Est-ce que, Shima, vous pouvez revenir un petit peu sur les actions qu'on a mis en place ensemble suite à cette phase de diagnostic? Oui. Avant de parler des actions qu'on avait mises en place, il faut aussi rappeler qu'on avait déjà plein d'actions qui étaient mises en place sans forcément se rendre compte que c'était en relation avec la QVCT. Et par la suite, on n'avait pas forcément tant de choses à faire. On s'est surtout rendu compte qu'il y avait un gros aspect formation. Et en fait, on a été accompagné par moi sur la formation des managers quand vous expliquiez Ophélie sur le feedback, l'importance, être proche des collaborateurs. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la partie feedback à développer et la partie management qui englobait tout le feedback positif ou bien correctif. Ok, très bien. Oui, effectivement, on a mis en place une formation pas plus tard que le mois dernier. Donc voilà, effectivement, et c'était un franc succès. Donc merci pour cette réponse-là. Et aujourd'hui, selon vous, Shima, comment la direction et les collaborateurs ont-ils été embarqués dans la démarche, ont-ils été engagés? On avait déjà des collaborateurs très engagés, vu qu'on a la cohésion d'équipe, pour nous, c'est très important. La moyenne d'âge de Coopteo est à 29 ans. On a énormément de salariés qui sont un petit peu en dessous de cette moyenne d'âge qui sortent d'école. Les team building, les séminaires d'entreprise sont très présents chez Coopteo et toutes les personnes ont su fédérer et être embarquées dans cette démarche, que ce soit côté direction ou bien salarié. C'est plutôt un aspect positif. Effectivement, et c'est ce que j'ai aussi pu constater, en tout cas quand on a fait la restitution des résultats de l'enquête auprès de l'équipe où tout le monde était vraiment engagé. On a eu beaucoup de questions, on sentait qu'il y avait un réel intérêt aussi autour de cette démarche-là. Donc, par rapport à ça, je pense que c'était un pari réussi. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Shima. Est-ce que voilà, vous voulez ajouter peut-être un ou deux mots pour la fin, ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout bon, je pense qu'on a tout vu. Autre que l'accompagnement avec moi, c'est très bien passé. Et qu'on a une deuxième enquête qu'on va faire début janvier, un an après, pour voir s'il y a des nouveautés, si les choses qu'on a mis en place. Mais aussi passer sur la semaine des 4 jours et demi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour vraiment avoir la qualité vie pro, vie perso, avec beaucoup de mamans et de jeunes papas qui commencent à être dans la société. Donc nous, pour notre part, on ne travaille plus le vendredi après-midi à partir de 13h. C'est un test qu'on a fait là depuis bientôt 6 mois et pour le moment, ça se passe très bien. Ok, et parfait. Une très belle initiative en tout cas, et d'autant plus si derrière elle permet de garder bah, la performance, la productivité, et que ça a un impact juste Oui. positif pour chacun. Merci beaucoup pour ce partage et pour ces inspirations-là. Je vois que l'heure file et je voudrais quand même garder un petit peu de temps pour les questions, donc je vous propose ici simplement de résumer ce que l'on s'est dit, de résumer les principales informations. Donc ici, ce qu'on a pu voir ensemble au début, c'est qu'une mauvaise santé au travail coûte cher à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise, qu'une stratégie de qualité de vie et conditions de travail durables a un impact significatif sur la productivité et sur les indicateurs de performance RH, et aussi et surtout, parce que c'est avant tout pour ça qu'on met en place une telle démarche, sur le bien-être des salariés et la santé. Il faut savoir aussi que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais
Donc, nous, on intervient à la fois sur la phase de diagnostic, mais on accompagne aussi, Shima l'a évoqué, les entreprises à mettre en place leurs actions. Et donc, sur toutes les actions qu'on a pu mettre en place, aujourd'hui, il y en a plus de 200. Eh bien, on mesure certains indicateurs auprès des collaborateurs et notamment l'impact de ces interventions sur la santé et le bien-être. Et aujourd'hui, on est sur un taux d'impact positif sur la santé et le bien-être de plus de 86%. Donc, encore une fois, si vous aviez des doutes sur le fait de mettre en place des actions en lien avec la qualité de vie et conditions de travail, c'est un levier qui est hyper important. Et donc, aussi, je le rappelle, la mise en place d'une stratégie de qualité de vie et conditions de travail nécessite un diagnostic précis, des objectifs clairs et des actions concrètes et surtout une communication continue auprès de toutes les parties prenantes. Voilà. Et donc, c'est le moment des questions. Donc, je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas, Léonore, si on peut éventuellement, s'il y a des questions, les faire en direct avec plutôt, pas forcément que via le chat, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Oui, n'hésitez pas à lever la main, à couper votre micro et poser directement vos questions. On n'a pas de souci, au contraire, on préfère voir à qui on s'adresse. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez couper vos micros et caméras pour poser vos questions à Ophélie et Shima, s'il y en a, évidemment. Ouais, et peut-être en attendant la première question, c'est vrai que je voulais rebondir sur la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure sur des leviers auprès des industries, en tout cas du secteur industriel plutôt. Nous, on a accompagné une entreprise du secteur industriel il y a 2 ans maintenant. Et alors pour eux, le gros sujet, c'était en lien avec le management. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais le lien entre les équipes et les middle managers avec un niveau de confiance qui était très faible, avec beaucoup de départs qui étaient liés aussi à ça. Et donc, on a formé ces personnes-là. On les a outillées aussi en lien avec leur secteur spécifique. Et puis, un autre point aussi qui était soulevé par les collaborateurs, c'était justement le fait de ne pas avoir de... Eux, ils avaient employé le terme de garde-fou, par exemple, où si quelqu'un ne pouvait pas être présent pour assurer la continuité, en fait, il y avait un réel stress qui était lié à ça. Il n'y avait pas de sécurité autour de « je ne peux pas être là, je dois m'absenter exceptionnellement ». Et ben, en fait, il y avait beaucoup de culpabilité qui était mise sur eux parce que « mais comment on va faire ?» Enfin, c'était pas du tout géré en amont. Donc, on a aussi travaillé là-dessus avec eux pour leur permettre de développer justement quelque chose de plus sécuritaire au niveau des absences un peu exceptionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. J'ai dit couper tout à l'heure, mais à ouvrir vos micros, bien entendu. Moi, j'avais peut-être une question, Ophélie. On parlait du secteur, etc. Là, tu viens de répondre par rapport à l'industrie. En termes de taille d'entreprise, est-ce que toute taille d'entreprise, enfin, est-ce que les entreprises, qu'elles soient, enfin, est-ce que vous accompagnez toute taille d'entreprise? Effectivement, aujourd'hui, on accompagne la plus petite entreprise qu'on accompagne, ils sont 5. Et aujourd'hui, la plus grosse entreprise qu'on a accompagnée, ils étaient plus de 3000 salariés. Donc voilà, en tout cas, on a quand même des tailles d'effectifs qui sont quand même assez diversifiées. On peut totalement mettre en place une démarche de qualité de vie et conditions de travail dans toute taille d'entreprise et dans tout secteur. Encore une fois, on ne va pas forcément agir sur les mêmes choses. Nous, on remarque en ayant accompagné aujourd'hui, par exemple, plusieurs établissements de santé, qu'il y a quand même des choses qui reviennent souvent chez eux. Dans d'autres secteurs, il y a des éléments qui reviennent plus souvent. Donc, on a aussi cette expérience de pouvoir se dire, bon, bah là, on a déjà testé ça, ça fonctionnait bien. On va pouvoir aussi vous accompagner là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant aussi de faire parfois, c'est qu'on a des entreprises qui sont en multi-sites. Et en fait, il y a des choses qui... Ça a beau être la même entreprise, en fonction des sites, il y a des choses qui diffèrent énormément. Et donc, un conseil qu'on peut donner, c'est que si vous avez une entreprise en multisite, n'hésitez pas à mettre en place une démarche qui va permettre d'avoir un diagnostic sur chacun des sites et un plan d'action qui va pouvoir s'appliquer de façon spécifique aussi sur chacun des sites. Nous, on avait eu aussi le cas avec une entreprise, donc c'est une association avec 2 sites, un site qui était vraiment tout neuf, des équipes qui étaient en place depuis peu de temps, parce que justement,
c'était une création d'un deuxième site et un autre site avec des locaux beaucoup plus vétustes, avec des personnes qui étaient là depuis très longtemps et pas les mêmes problématiques. Et donc, effectivement, dans le cadre d'un multisite, c'est intéressant de pouvoir faire une distinction. Et ok, bah, parfait. Il y a une réponse sur la présentation, mais oui, bien évidemment, elle pourrait être envoyée avec plaisir. Et j'en profite aussi, j'avais préparé une petite slide. Si vous voulez en tout cas en savoir plus sur MOA et ses activités, avec grand plaisir, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn où on est très actifs. Et puis, on vous a mis aussi via le QR code, vous pouvez accéder à un outil gratuit qu'on utilise, c'est un pré-audit qui permet de savoir là où vous en êtes en matière de stratégie de qualité de vie et conditions de travail en répondant à quelques questions. On sera en capacité de vous dire est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, avancé ou déjà expert sur le sujet. Ça vous permet de pouvoir vous auto-évaluer. Merci beaucoup Ophélie, merci beaucoup également Shima pour cette présentation à deux voix. Pour rappel, pour conclure sur ce webinaire, je voulais vous donner rendez-vous, vous présenter les prochains rendez-vous Réseau Alliance. Alors je reprends la main sur le PowerPoint et je change si tout va bien. Hop, donc pour aller plus loin, effectivement, alors on a la chance de proposer une formation avec MOA sur construire sa stratégie QVCT. Le prochain cycle aura lieu en mars, les 13 et 27 mars, où là on a plusieurs modules qui vous seront proposés. Alors les objectifs de cette formation, c'est vraiment encore une fois d'aller un peu plus loin, de bien comprendre les enjeux QVCT de votre entreprise, des collaborateurs, de définir un cap et des objectifs pour l'amélioration de la QVCT chez vous, de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces actions concrètes et encore une fois, comme le disait Ophélie, d'évaluer l'efficacité des actions mises en place. Donc si vous avez des questions, des interrogations, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, Ophélie et moi, on restera disponible pour y répondre quand on vous enverra tous ces éléments. Le prochain rendez-vous, la semaine de la RSE, suite et fin demain, avec un dernier webinaire, toujours sur l'heure du midi, de midi à 13h, autour de la construction du rapport RSE, où là, on aura le témoignage d'une agence, ainsi le regard d'une agence, ainsi qu'un témoignage d'une entreprise, ou plutôt d'une école, je ne veux pas spoiler, mais voilà, on est plutôt sur une école de communication qui a fait son rapport RSE et qui viendra un peu nous partager toutes les étapes. Et enfin, la rencontre adhérents et partenaires Réseau Alliance qui aura lieu le 30 janvier. Voilà, on fête la rentrée tous ensemble en fin du mois de janvier. Merci encore, un grand merci Ophélie et Shima d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous d'avoir été présents pour passer ce déjeuner avec nous. On espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Léonore et merci Shima aussi. Merci à tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.